bonsoir, nous sommes le dimanche 2 juillet, merci de nous accueillir chez vous. Il est 19 h à Pamataï, le moment de l'information sur la première. Voici les titres de cette soirée. Ils ont marché main dans la main pour ne rien oublier et demander réparation. Le 2 juillet est jour de revendication. 57 ans après le premier essai nucléaire en Polynésie, les militants et les citoyens étaient nombreux au PK0 et surtout à Papeari. Ils demandent une prise en compte plus forte de leurs doléances par l'État central. Nous irons plus loin dans l'idée de ce jour. Une invitée pour ce journal, Léa Normand, vice-présidente de 193. Nous lui demanderons aujourd'hui les attentes de son association et le contenu de l'idée de réparation que ces militants demandent à l'État. A tout à l'heure. On n'arrête plus le progrès. En Écosse, au pays de la mousse, le plastique devient un rhum de vanille. Ce n'est pas une blague, mais le travail très sérieux de chercheurs d'Edinburgh. Nous irons là-bas pour tout comprendre d'une alchimie qui, de prime abord, déprime les saveurs. La culture, c'est du lien. Le AEVA tient ô combien cette mission. Cette année, les personnes handicapées bénéficient de la gratuité. Une logique d'inclusion fort appréciée. Hier soir, nous avons passé la soirée au plus près de la scène avec des spectateurs ravis et enchantés. Leurs paroles dans ce journal. C'est dimanche et c'est le Fénois d'antan. Ce soir, petite Madeleine de Proust, l'histoire de la confiture de goyave à Rapa. C'était il y a 18 ans. Pour les gourmands, mettre les doigts dans le pot n'était pas péché, tant le produit était d'un naturel envoûtant. Rendez-vous en fin de journal pour la dégustation. Une marche en souvenir du premier essai nucléaire, comme une blessure, une protestation. C'était ce matin au PK0 et à Papeari. Des militants et des citoyens toujours autant mobilisés pour faire entendre leur voix et faire valoir des droits du peuple polynésien qu'ils estiment injustement bafoués. Ce fut le thème des prises de parole. Compte rendu signé Nicolas Suire et Jérôme Lee. Marcher pour manifester son mécontentement. Quelques dizaines de personnes de l'association 193 se sont mobilisées pour demander à faciliter la constitution des dossiers d'indemnisation des victimes. Si on est là pour la marche, c'est pour demander la suppression des 1 millisieverts qui bloquent quasiment tous les dossiers. Deux cortèges de part et d'autre de la commune de Te Ahupo se sont rejoints à l'école primaire. Là, visionnage du film Les Oubliés de l'Atome, suivi de témoignages de victimes et de familles, bouleversés de constater le peu de dossiers acceptés par le CIVEN. Un peuple condamné à être malade sur des générations et générations. Mon peuple. Que les populations se lèvent et disent quand même ce qu'ils ont sur le cœur et ce qu'on vit au jour le jour. Il y a beaucoup de cancers, surtout les femmes. Et depuis que je monte des dossiers, j'ai au moins 4 personnes qui sont décédées. Et j'ai un papy qui est décédé la semaine dernière du cancer du foie. Hayana, elle, a perdu sa mère l'an dernier d'un cancer du sein, suivi d'un cancer des poumons. Aujourd'hui marque un petit peu le moment où elle a travaillé au CEP le jour où il a eu le premier tir, en 1966. On pousse le dossier pour qu'ils reconnaissent en totalité qu'en fait ça a été néfaste, ces essais nucléaires ont été néfastes pour les Polynésiens. À Papeari, l'église protestante Maohi organisait elle aussi une 57e commémoration au travers d'une marche suivie d'un culte, avec toujours la même doléance, vérité et réparation pour les victimes. Les politiciens qui disent qu'il faut tourner la page du nucléaire, non, nous on peut pas. On ne peut pas tourner quelque chose qui a été fait premièrement injustement, où on n'a pas demandé l'avis du peuple. On ne nous a pas consultés. Ils sont venus, ils ont imposé, c'est tout. Et ça, on ne peut pas oublier. Et ça, on demande réparation. 600 personnes se sont déplacées, depuis les marquises pour certaines, des victimes, leurs familles ou des sympathisants, tous solidaires. Partie invitée dans ce journal, Madame Normand, bonsoir. Vous êtes la vice-présidente de l'association 193. Est-ce qu'une journée comme ça fait du bien et c'est important de se retrouver entre Polynésiens pour dire la blessure que vous avez au cœur? C'est effectivement important de commémorer cette date qui pour nous était un jour de deuil, parce que c'est là où tout bascula pour la Polynésie, et que ce soit sur l'aspect économique, mais essentiellement sur le volet sanitaire également. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour avoir une réponse, des réponses que vous demandez, quelles sont-elles à l'État? Alors, nos revendications majeures portent sur la suppression du seuil dosimétrique de 1 millisievert, mais également la réalisation d'études sur les maladies transgénérationnelles. Nous en avons beaucoup d'autres, l'extension de la liste des maladies radio-induites
Et donc la suppression de la date butoir du 31 décembre 1998 qui rejoint justement la demande d'études sur les maladies transgénérationnelles. Il y a beaucoup d'inquiétudes parmi la population, parmi notamment les enfants, que ces maladies soient transmises de la maman aux enfants. Comme le documentaire que nous avons visionné ce matin, Les oubliés de l'atome, ce sont effectivement des victimes qui sont oubliées. Il y a énormément d'enfants qui développent des maladies radio-induites également, mais non reconnues aujourd'hui. Et donc, c'est en leur nom qu'on demande la réalisation de ces études transgénérationnelles. L'État tout de même a répondu par la voix du président Macron il y a 2 ans. Des choses ont évolué quand même un peu positivement ou pas assez vite? Ou est-ce que c'est juste de la communication pour vous? On a envie de dire que c'est de la communication. Hein. Et comme il a dit, le doute. Et il a dit qu'à l'époque, les militaires, voilà, n'ont pas menti. N'ont pas menti exactement. Mais une avancée, pour nous, il n'y a pas d'avancée. Il n'y a pas d'avancée significative. Il a créé effectivement la cellule du Haut-Commissariat, mais ce seuil dosimétrique est le point de blocage majeur. On constate à travers les dossiers que l'on accompagne, les familles que l'on accompagne, il y a 50% de familles qui obtiennent une réponse favorable et 50% sont rejetées. Alors même qu'il y a tellement d'incohérences, elles habitent dans le même quartier, même pathologie, même année de naissance, et pourquoi pour l'une c'est favorable et pour l'autre c'est défavorable? Il y a une commission de suivi qui se réunit, qui va dans les villages, qui va quasiment aller dans tous les atolls. Beaucoup de dossiers sont en attente de réponses aussi vaines. On va voir les résultats si cette réalité a changé. J'allais dire, un élément qui change pour vous, je crois, c'est aussi le fait qu'aujourd'hui, beaucoup du membres du gouvernement étaient à vos côtés pour commémorer ce jour. C'est important pour vous, cette présence-là? C'est important, effectivement. Donc, à notre grand étonnement, hein, la vice-présidente était présente, mais il y avait 6 autres ministres. Donc, c'est un geste fort. Le président, justement, a rajouté dans son portefeuille ministériel le suivi des conséquences des essais nucléaires. Donc, ils étaient présents, ils ont entendu notre doléance. Maintenant, on attend justement la suite. Vous allez travailler ensemble. Il y a déjà des rendez-vous qui sont pris avec la présidence ou c'est en attente? Nous avons rencontré déjà le président il y a à peu près 2 semaines. On lui a fait part de nos doléances, mais maintenant, on attend justement. Quel est le mot le plus correct pour parler de votre sentiment? C'est de la colère, c'est de l'incompréhension, c'est de l'injustice? C'est plutôt de l'injustice. On ne va pas parler de colère, mais beaucoup d'injustice parce que depuis, on demande justice, vérité et réparation. Et la demande de pardon également est importante pour nous, pour avancer. Vous avez espoir? Espoir, mais l'espoir fait vivre. Donc, en tout cas, on est là et on ne lâchera rien pour que la voix de la population et des victimes soit entendue et que vérité et justice soient faites. Merci beaucoup, Madame Normand, d'avoir accepté l'invitation. Très bonne soirée à vous, une prochaine fois. De gros dégâts, mais aucun blessé. C'est le bilan de l'incendie d'une maison à Maïna, au PK12. C'était hier soir. Dans l'habitation, une dame et ses 2 filles. La famille a été relogée par le voisinage. Elle a tout perdu. Le maire reçoit la maman demain pour voir comment organiser la solidarité. On continue ce journal et les progrès de la technique ne vont pas sans interroger le sens commun. Nous allons parler de la vanille et les gourmets pourraient être saisis de l'information. Les déchets en plastique pourraient justement devenir arômes de vanille. Cette idée, un brin inattendu, est l'objet de recherches universitaires. Cela se passe en Écosse. Les chercheurs ont mis au point une technique pour faire naître cette bien curieuse alchimie. Le plastique, c'est fou, vraiment. Reportage là-bas, Bruno Gabetta avec Emmanuel Gire. Nous sommes ici à l'université d'Édimbourg. Nous avons rendez-vous avec le docteur Sadler, une scientifique qui travaille sur la transformation du plastique en vanille. D'ordinaire, cette bouteille aurait terminé à la poubelle. Aujourd'hui, un bien meilleur destin lui est promis. Something for you. Ah, fantastic, thank you. Pour Johanna, le plastique est une ressource à valoriser. Dans le laboratoire qu'elle dirige, elle développe depuis 4 ans un protocole de transformation de ces déchets en vanilline, la molécule qui donne son arôme caractéristique à la vanille. Le processus de transformation se déroule en plusieurs étapes. La première consiste en un véritable choc thermique. Ce que nous faisons, c'est que nous chauffons très fortement le plastique pendant une demi-heure avant de le refroidir rapidement à température ambiante. Sous cette forme, il sera plus facile à dégrader. Réduit en poudre, le plastique va maintenant être mélangé à la bactérie Escherichia coli,
Une bactérie revue et corrigée par le sorcier en bioingénierie Matt Edmundson. Escherichia coli, naturellement, n'est pas capable de décomposer le plastique. Nous l'avons donc modifié génétiquement. Il faut 2 à 3 jours aux bactéries pour transformer le plastique. Dernière étape, 24 heures à 37 degrés dans l'incubateur. Et voilà la vanille. Alors effectivement, ça sent absolument la vanille. Une molécule de vanilline en tout point identique à la molécule naturelle. Avec 1 kg de plastique, 800 g d'arômes sont produits. Johanna Sadler imagine une filière durable, une démarche à laquelle l'industrie est de plus en plus sensible. Aujourd'hui, 85% des arômes de vanille sont produits à partir du pétrole. C'est une filière non durable et il y a une forte motivation de l'industrie pour trouver d'autres sources d'approvisionnement. Ces arômes de vanille issus du plastique sont très intéressants. Tous les plastiques ne se prêtent pas à cette transformation. Pour le moment, seuls les plastiques alimentaires à usage unique sont concernés, mais dans l'avenir, d'autres types de plastiques pourraient être utilisés pour produire d'autres arômes. Prochaine étape, passer du stade expérimental à l'échelle industrielle. Mais avant, cet arôme de vanille made in Édimbourg doit encore atteindre un niveau de purification suffisant avant de pouvoir obtenir une autorisation de mise sur le marché. Et une nouvelle avec un souffle d'espoir pour les personnes dialysées dans les îles. Pour la première fois, un habitant de Raivavé dispose d'un appareil dans sa maison. Une décision qui a nécessité un travail préparatoire et de formation. En effet, cette opportunité demande une formation, un investissement important. 2 mois de formation auprès d'une infirmière. Désormais, le patient peut se traiter tous les jours puisqu'il a 6 dialyses par semaine. Émilie Lapierre est infirmière. Elle répond à notre correspondant Arthur Thierry. Chaque machine est affectée à un patient en particulier. On ne peut pas avoir 2 patients sur la même machine. Le forfait, il y a un forfait journalier qui est octroyé par la CPS à l'association Apéra-Curade pour permettre de payer les frais. Donc l'association, elle prête la machine, elle prête tous les accessoires et elle fournit tout le matériel qui va à côté, c'est-à-dire les poches de dialyse, les cassettes, tout ce qui va permettre de dialyser. Une initiative qui trouve un bel écho ici à Papeete. Pour le Haïva, cette année, les personnes en situation de handicap sont invitées. Une logique d'inclusion et de partage autour de la culture polynésienne, une considération qui fait sens. Elle renforce l'idée qu'autour des chants et des danses, eh bien, il y a un lien qui va pétillant dans la noblesse du sensible des fraternités. La culture, c'est vraiment du lien. Voici ce reportage signé Caroline Fary, Kaline Liénard et les images de Jacques Damour. Le soleil se couche sur Toata. Les spectateurs s'approchent des tribunes pour assister à la grand-messe de la culture polynésienne. Cette année, les personnes à mobilité réduite ne paient pas leur place. Une innovation pour le moins bienvenue. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'on reçoit des entrées gratuites. C'est le nouvel gouvernement qui a mis en place cet tarif-là parce que quand on venait au Rive précédent, on payait, moi je payais aussi ma place au Rive. Avant je venais, j'avais mes 2 jambes. Maintenant que je suis handicapé, je viens quand même. J'ai été directement au bureau. Ils demandent la carte Cotorep. Donc vous présentez votre carte, comme quoi vous êtes handicapé et vous avez une place gratuite. Le personnel et les agents de surveillance veillent à ce que chacun puisse trouver sa place. Une petite estrade surélevée permet à ces personnes et leurs accompagnateurs de mieux voir la scène. Avec lui, on s'est dit, au moins ils ont pensé à faire quelque chose d'élevé pour mieux voir le spectacle. Et comme ça, c'est mieux. Quand ils arrivent à l'entrée VIP, on scanne les billets comme tout le monde. Et ensuite, ceux qui s'occupent des scans viennent me prévenir et pour dire comme quoi ils font partie des sièges de PMR. Je les accompagne et je les installe avec l'aide du SIAP. Le public est des plus attentifs. En ouverture hier soir, les musiciens et danseurs du groupe Otamari Afareaitu, venus de Moorea, avec un spectacle sur le thème du lézard jaune.
Ça fait du bien les sourires. Du sport dans ce journal, du spectacle et évidemment des chronos. Bref, pour cette deuxième journée de VA à Mataya, de la performance en veux-tu en voilà, 700 rameurs sur le plan d'eau et les engins du V1, du V12 et du V16. Tout le monde a applaudi à ces 2 jours de compétition animée. Reportage signé Yari Tayata avec les images de Patita Savea. Samuel Moussing donne ses dernières consignes à ses rameurs. Cette année, il aligne 10 jeunes dans la catégorie des juniors. Ils se sont bien entraînés à Pirée et ils comptent bien repartir avec quelques médailles aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous savez que Mataya, c'est pas près, c'est loin. Alors, dans tous les matériaux de Pirée jusqu'ici, c'est assez loin. Alors, c'est une fois dans l'année. Il faut vraiment profiter de cette course-là et bien se préparer pour pouvoir avoir des classements meilleurs. Surtout qu'après, il y a d'autres courses qui viennent. Oui, surtout après, il y a la haute mer après par la suite. Mais ça va, la haute mer, c'est rapide, ça se passe. C'est bon, c'est plus près encore pour nous. Sur le plan d'eau, la compétition est rude chez les jeunes. Ceux des clubs de Shell et de EDT font figure de favoris, mais à la surprise générale, c'est Kahea, rameur de Pirée, qui remporte la course juste devant Keoni Sulpice de Shelva. C'est la deuxième course par 2 que je fais dans l'année, donc j'avais perdu mes repères. Tout le monde était parti vers le large, comme il disait que c'était plutôt là-bas le courant portant. Mais moi, j'étais plutôt parti vers le milieu. Je ne voulais pas tenter le cafouillage, tout ça. Je voulais faire ma course dans mon coin, donc après, j'ai fait mon départ, j'ai réussi à Pata. J'ai vu que j'étais quand même à l'aise devant, donc j'ai essayé de donner le maximum pour la gagner, celle-là. Surtout pour... je tiens à la dédier à toutes les personnes qui ne sont pas derrière moi et surtout à ma mat, à ma mère. Figure emblématique du Heiva, les pirogues de 16 places ont aussi été alignées pour la course. Chez les femmes, c'est le club de Ihilaniva mené par Vaimiti Maoni qui remporte la victoire devant le club de Pueu. C'est une des plus belles courses de ma vie, je vais dire. En plus, avec ma team, on n'a pas du tout, comme on dit en thaïsien, un mouille avec une autre équipe. Donc, on a fait Ihilani 100%. On a ramé avec les tripes, on avait un super tahoe avec les filles. Et même moi, en tant que capitaine, j'avais la haine et je la voulais cette victoire. Et c'est la première fois également qu'on remporte la Tawati avec Ihilani. Le Heiva Mataina se poursuit ce week-end à Pirée avec le Fatim Oria et les courses des Tauria et des Vahiné. Les départs seront donnés ce samedi 8 juin à Aoné. Évidemment, nous y serons. Et du sport solidaire maintenant. Hier à Punaouia, plusieurs dizaines de pêcheurs amateurs ont participé à un concours fait de bienveillance. Il était certes question de ramener les plus belles pièces, mais surtout de les offrir aux familles dans le besoin économique. Et la pêche, à défaut d'être miraculeuse, ne manque à point de poisson au bout de ligne. La pièce la plus lourde dépasse sur la balance les 80 kilos. Steve est le président. Il répond à Patita Savea. Nous avons promis que le poisson qui gagnerait, le haura, l'espadon, sera après distribué pour les familles nécessiteuses de la commune. Comme chaque année, avec le maire, M. Sepisson-Lisson, nous organisons une distribution de poissons pour toutes ces familles-là. Distribution prévue demain matin du côté de Punaouia. Souvenir en ce dimanche, comme une Madeleine de Proust dans le Fénois d'avant. Le souvenir sucré d'une production de confiture, l'heureuse saveur de la goyave au palais gourmet. Un travail forcément artisanal, bien dans la tradition des maisonnées de jadis, où l'amour des gens donne aussi de l'arôme au pot. Reportage en 2005 signé Pierre-Emmanuel Garot. La cueillette attendra février. Le détour par le jardin n'est qu'un prétexte pour se mettre l'eau à la bouche. Obligé de casser les bouts pour faire la confiture. Comme 2 fois par an, Tati Goyave, comme on l'appelle, revient donc de la réserve. Pour faire la confiture, il faut ramasser les goyaves. Écrasé, pressé, devant un public qui connaît déjà l'amère saveur de la goyave, reste le cri du fruit lorsqu'il sort de sa prison pour donner le meilleur de lui-même. Comme ça, on peut presser le jus. On presse, il faut que vous avez le jus. Comptez 3 kilos de sucre pour une marmite et une bonne heure sur le gaz avec une petite touche de douceur pour faire patienter. J'ai mis de lava. Oui. J'ai fait
Avec des tartines de pain, avec la popoye. Comme les enfants ils vont rentrer de l'école de Toubouaï et de Popété, tu es obligé d'avoir ça sous la main quand ils sont là. Le pain cuit dans la nuit dans le four familial, croustille sous les palais. Et pour la fin des confitures, à chacun son moment préféré. Une recette transmise de génération en génération, comme chaque tradition à Rapa. Et dès l'âge de 15 ans, elles sauront vous en faire partager le goût. Voilà pour ce petit rendez-vous gourmand qui réunit petits et grands. C'est quasiment la fin de ce journal. Voici l'information principale de la soirée en ce 2 juillet. Une centaine de personnes au PK0, 800 à Papéari. Les citoyens et militants de la cause antinucléaire ont marqué ce 2 juillet de leur présence et de leurs revendications. Les membres du gouvernement ont participé à ces marches et à ces cérémonies, marquant, vous le savez, les 57 ans du premier essai nucléaire ici, au Fénois. On va s'intéresser à l'agenda de la semaine. Première semaine de juillet. Vous le voyez, demain, on aura un tour du côté du palais de justice avec le mouvement de protestation des greffiers qui demandent une revalorisation indiciaire de leur profession. Mardi, également, un rapport avec la justice, puisqu'on va étudier le cannabis du côté de l'Institut Louis Malardé, cannabis saisi par la justice. Et enfin, vendredi, on va s'amuser à lire avec ce rendez-vous, vous le voyez, Partir en livre, un rendez-vous qui va donner goût à la lecture pour le jeune public, celui âgé de moins de 7 ans. Bref, de la culture, vendredi pour ces vacances. On va s'intéresser désormais au travail de la presse écrite. Et vous le voyez, Tahiti Info revient sur l'inauguration de vendredi du centre Tevaïté du Parc Christophe. Les oiseaux de la rue découvrent leur nid. Donc à lire demain dans les pages de notre confrère. Regard sur le programme de la soirée avec évidemment le rendez-vous de Heiva, les meilleurs moments de la soirée de samedi, et puis après un film insoupçonnable pour vous faire voyager dans le monde un petit peu douloureux de certains couples calculateurs. Et vous le verrez, c'est un rendez-vous policier. Merci beaucoup d'avoir été fidèle au rendez-vous de la première. Réveil Radio pour l'information. Demain, Carlos Natua avec Axel Mézinel. Demain soir, JT, journal télévisé en français. 19h, c'est le retour de notre consoeur Cybèle Plichard. Très belle soirée sur la première et la tradition est inscrite en juillet. Le générique, les belles images de Heiva hier soir à Touata. Belle soirée avec nous. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.